Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Je pense que Martin vous a admis à notre réunion. Bonjour, je vois. Oui, je vous vois. Bonjour Isabelle, bonjour Dir, Nathalie, bonjour tout le monde. Oui, je vois Andric, Bernard, Marlène. Ah, parfait, parfait, vous êtes tous là. Bonjour. Je suis contente. Donc, on est 34 pour le moment. Je pense qu'on peut commencer très doucement. Coucou. Bonjour, bonjour. Donc, première chose, en fait, quand on vous a admis, on vous a coupé le micro. Et donc, merci de garder votre micro coupé. C'est là pour, en fait, éviter qu'il y a trop de bruit de fond qui pourrait, en fait, un peu déranger Christophe pendant sa conférence. Et donc, merci beaucoup pour cela. Et je sais que Martin, en fait, il a la possibilité de désactiver les sons de tout le monde. Donc, si jamais vous avez des problèmes, ben, Martin, il est là pour nous aider. Donc, je vois que tout le monde est rentré. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous donne la bienvenue à cette vidéoconférence organisée par Explore Brussels dans le cadre de la formation des guides. J'espère que vous êtes tous bien confortablement installés chez vous, devant votre écran ou devant votre tablette et que vous allez passer un bon moment avec nous. Donc, Explore Brussels, déjà depuis 2016, organise un cycle de conférences spécialement dédiées aux guides de Brustel et nos thématiques de prédilection qui sont l'art nouveau et l'art déco sont abordées par des spécialistes lors de chaque rencontre organisée, lors des 6 rencontres organisées chaque année. Et donc, notre conférencier ce soir sera Christophe Mouzelard, historien de l'art et guide conférencier spécialisé en architecture, qui nous parlera de l'art nouveau et l'art déco dans les expositions universelles bruxelloises. Et avant de commencer, j'ai une petite annonce. Donc, en 2021, Explore Brussels va travailler à l'organisation d'une biennale éclectique. Elle sera organisée en octobre. Les dates ne sont pas encore établies, mais on vous tiendra au courant. Et en fait, on organisera très prochainement une formation spécifique sur l'architecture éclectique pour en fait vous préparer pour cette biennale d'architecture éclectique. Et une dernière récap, je dirais. Donc, je pense qu'on est tous habitués à suivre des vidéoconférences maintenant sur Internet, mais si jamais vous avez des problèmes, donc pour couper les micros, il y a un bouton en bas à gauche de votre écran. Comme votre micro sera désactivé, vous ne pouvez pas poser des questions par voix, mais vous pouvez tout le long de la conférence taper votre question, votre remarque et interagir oui, avec moi et avec Christophe dans la chat. Et donc, au milieu de votre écran, en bas, il y a un bouton discussion. Si vous y cliquez dessus, en fait, vous allez voir qu'à droite, il y a la chat qui s'ouvre et il y a déjà pas mal de guides qui ont écrit bonsoir, bonsoir. Donc, ça, c'est tout. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à écrire dans la chat. Martin vous aidera. Et donc, je laisse la parole maintenant à Christophe et à son conférence. Merci Dominica. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette conférence sur l'art nouveau et l'art déco dans les expositions universelles bruxelloises. Vaste thème, s'il en est. On va essayer de creuser le sujet tout en condensant et essayer de tenir dans l'heure qui m'a impartie, voire dans l'heure et demie, grand maximum. Voilà, alors quand on parle d'exposition universelle, à quoi ça vous fait penser? Probablement à ceci. Hein, tout le monde connaît l'exposition de 58 avec son atomium, hein, le monument phare de l'Expo 58. J'espère que ce n'est pas le premier problème technique. Voilà.
la flèche du génie civil, pour ceux qui connaissent un peu plus, le pavillon Philips du Corbusier ou encore le pavillon américain dont il reste la base. Alors, en fait, peu de gens le savent, mais il y a eu plusieurs expositions universelles à Bruxelles et l'exposition 58, c'est un peu la dernière exposition qui cache les précédentes. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et ici, forcément, quand on va parler d'art nouveau et d'art déco dans les expositions universelles, on va forcément parler des expositions universelles qui ont précédé celle de 1958. Alors, Bruxelles a compté 5 expositions internationales et universelles. Alors, la première, c'était en 1888, qui était en fait une exposition internationale. Et à partir de 1897, ce seront des expositions considérées comme universelles. De 1897, 1910, 1935, 1958. Et donc, on voit que Bruxelles faisait vraiment partie des villes qui ont compté le plus d'expositions universelles dans le monde. Elle se hisse vraiment à la place des villes qui ont organisé le plus d'expositions universelles, comme Paris ou Londres. Alors voilà un petit récapitulatif des expositions universelles à Bruxelles. Vous voyez, en partant de la gauche, je vous ai fait un petit panorama chronologique. En 1888, le grand concours international des sciences et de l'industrie. Alors, vous voyez, rien qu'au niveau de l'affiche, voilà, on est encore dans une affiche assez, à l'esthétique assez académique. Et on arrive en 1897, et là, on voit clairement, rien qu'au lettrage, à la figure féminine qui se dresse, que là, on va vraiment toucher et rentrer dans l'art nouveau avec cette belle affiche de Privat Livemont. Je vois qu'il y a 2 personnes qui vont rentrer. Voilà. L'exposition de 1910 où vous voyez que là, on est dans un style plus classique où on montre la Grand Place de Bruxelles, le dirigeable, hein, la nouvelle invention de cette époque-là, une affiche de Henri Cassier et le dirigeable qui se dirige vers l'endroit de l'exposition universelle de 1910 qui était le Sol Bosch. Ensuite, en 1935, vous voyez une esthétique un peu plus art déco et on va clairement être dans l'art déco à cette période-là, et la fiche de l'Expo 58 qui, elle, est clairement beaucoup plus moderne et où forcément on aura beaucoup moins à raconter par rapport aux autres expositions universelles. Voilà, alors qu'est-ce qu'une exposition universelle ? C'est, selon la définition donnée par le Bureau international des expositions, un lieu de rencontre entre les nations répondant aux défis globaux de notre temps en invitant à explorer un thème universel donné de manière participative et immersive. Mais donc, ça veut dire quoi? Par rapport à une exposition internationale, c'est une exposition qui traite, quand elle est universelle, elle traite de tous les thèmes de l'activité humaine et tous les pays sont invités. Alors qu'une exposition internationale, elle traite d'un seul thème. Voilà. Alors, actuellement, les expositions universelles ont lieu tous les 5 ans. Alors, cette période a changé dans l'histoire, mais actuellement, c'est tous les 5 ans. La dernière a eu lieu en 2015, donc il aurait dû y en avoir une en 2020. Maintenant, le coronavirus en a décidé autrement. Et c'est Dubaï qui était donc prévu pour être en 2020 et qui va donc accueillir la prochaine exposition universelle qui a été retardée en octobre 2021 jusqu'à mars 2022. Alors, un petit peu d'histoire. La toute première exposition universelle a eu lieu à Londres en 1851 avec le Crystal Palace que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, c'est vraiment un immense palais de fer et de verre où étaient présentées toutes les machines possibles, toutes les inventions. C'était fort basé sur l'industrie, le commerce. En tout cas au niveau des premières expositions. Ensuite, Paris 1855, vous voyez exactement le même genre d'architecture, une architecture de fer et de verre. On a l'impression d'être dans une grande gare, hein, presque au musée d'Orsay.
Et il va y avoir une compétition comme ça entre ces deux villes. Donc, première exposition Londres, ensuite Paris, ensuite Londres, ensuite Paris. Et ça va être vraiment la compétition entre ces deux villes-là. Donc, Londres remet le couvert en 1862, Paris 1867, 1878, 1889, 1900. Et entre-temps aussi, un tas d'autres villes vont commencer à participer. Alors, des villes, pas du monde entier, mais dans un petit club fermé, principalement européen, enfin non, exclusivement européen et nord-américain. Et il va y avoir comme ça l'âge d'or des expositions universelles dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui va culminer en 1888 avec Bruxelles, Barcelone, Glasgow et Melbourne qui vont organiser leur exposition internationale ou universelle en 1888. Alors, selon les auteurs, il y en a qui disent que Bruxelles en 1888 était une exposition universelle, il y en a qui disent que c'est une exposition internationale. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Pour moi, voilà, comme ça avait deux thèmes, on peut considérer que Bruxelles était une exposition internationale. Donc, voilà, vous pouvez choisir. C'est Bruxelles a connu 4 ou 5 expositions universelles. Et donc, pour mettre un peu d'ordre, voilà, justement, dans toutes ces compétitions entre villes qui n'arrêtaient pas de vouloir faire son exposition universelle pour essayer d'attirer un maximum de gens, de commandes, présenter tous les produits. Vraiment, c'est vraiment un lieu de mise en scène du pays sous ses plus beaux auspices. C'est aussi une sorte de city marketing avant la lettre. Donc, cette compétition qui faisait rage a été un peu cadrée avec la création du BIE, le Bureau international des expositions. Et c'est lui qui donne les autorisations pour les expositions universelles. Et c'est lui qui a décidé, donc maintenant, les expositions universelles avaient lieu tous les 5 ans et les expositions internationales également tous les 5 ans. Donc, et rétrospectivement, depuis 1928, le BIE a considéré certaines expositions comme universelles et comme d'autres en étant internationales, même si elles portaient le nom d'international ou d'universel. C'est le BIE qui a décidé, voilà, Bruxelles 1888, ce n'était pas une exposition universelle. Selon le BIE, c'était une exposition internationale. Alors, voilà ce que disent un peu les auteurs à l'époque. Alors, on commence par Karl Marx. La bourgeoisie mondiale expose avec un fier consentement les dieux qu'elle s'est fabriqués pour elle-même, tandis que Guy Maupassant lui parle de colossales entreprises politiques qui montrent au monde la force, la vitalité, l'activité, la richesse inépuisable d'un pays. Donc voilà, si vous êtes plutôt communiste, vous allez regarder Karl Marx. Ou sinon, si vous êtes plutôt bourgeois, vous allez penser comme Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, pour la petite histoire, qui s'était fortement opposé, hein, il a fait partie de ces signataires, qui a combattu à coups de lettres ouvertes et d'écrits dans les journaux de l'époque contre cette horreur qui était la Tour Eiffel, qui a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Alors, pour la petite anecdote, Guy de Maupassant, il allait prendre son café quotidiennement au café qui se trouvait dans la Tour Eiffel parce que c'était le seul endroit de Paris où on ne voyait pas cette horreur, selon lui. Alors, en Belgique, comment est-ce que toutes ces expositions ont commencé? On a commencé avec une exposition nationale en 1880. C'est Gédéon Bordiaux qui a donc conçu ce grand parc d'exposition. Là, on n'est pas encore dans une exposition internationale ni universelle, c'est une exposition nationale des produits, des arts, de l'industrie, de l'agriculture et de l'horticulture. Et pour ce faire, on s'installe sur la plaine de Manœuvre et on en fait un parc, un grand jardin avec différents pavillons et un hémicycle, une colonnade en forme d'hémicycle qui se termine par deux grandes halles. Les deux grandes halles qui servent toujours de musée actuellement. À gauche, vous avez le musée de l'armée et à droite, les musées du cinquantenaire qui ont un aspect différent actuellement vu qu'ils ont brûlé en 1947, si je ne me trompe. Et donc, voilà, la symétrie a été rompue. Mais voilà, la première exposition nationale, c'est en 1880. On a
un parc des expositions qui est créé et on a une infrastructure toute prête. Comme l'exposition a eu un grand succès, la Belgique va se lancer dans les expositions universelles. Et ce n'est pas Bruxelles, mais c'est Anvers qui va ouvrir le bal avec la première exposition universelle belge. Et il va y avoir comme ça une compétition entre les différentes villes belges pour essayer d'accueillir les expositions universelles. Donc, ça va être à coup de un pour Anvers, un pour Liège, un pour Bruxelles, un pour Gand, un pour Anvers, et on va tourner comme ça entre ces différentes villes. Ça, c'est encore une spécificité belge de ne pas avoir une hégémonie pour la capitale, mais au contraire une vive tension entre ces différentes villes, alors qu'en Angleterre, pas de discussion, c'est Londres qui fait des expositions universelles, ou en France, même chose, pas de discussion, c'est Paris qui va organiser les expositions universelles françaises. Donc en Belgique, voilà, une des spécificités, c'est cette compétition entre les villes belges et l'absence d'hégémonie d'une ville par rapport aux autres, et aussi le fait qu'en Belgique, ce sont des initiatives privées. Ce n'est pas le gouvernement qui organise des expositions universelles, ce sont des espèces de sociétés anonymes, si vous voulez, avec les grands bourgeois et les aristocrates de l'époque qui achètent des actions, font partie du comité organisateur, qui est secondé évidemment par l'État, et c'est l'État qui invite officiellement les pays étrangers à participer aux expositions universelles, mais en tout cas, ceux qui ont le dernier mot et qui mettent la main au portefeuille, ce sont les actionnaires et donc des privés qui organisent les expositions universelles. Donc voilà. Alors en 1888, nous avons l'exposition internationale qui s'appelle le Grand Concours international des sciences et de l'industrie, qui prend place à Bruxelles dans le parc du Cinquantenaire. Parc du Cinquantenaire qui prend son nom évidemment du nom de l'exposition nationale qu'on a vue juste avant. Alors vous voyez, pas grand-chose de différent par rapport à 1880. Sauf que à l'arrière de l'arcade, vous voyez une grande halle horizontale. C'est la grande halle des machines où on présente voilà, toutes les machines de l'industrie pour vraiment mettre le pays en scène. Alors, qu'est-ce qui reste de cette exposition? Vous avez la tour de Henri Beyaert en style néo-gothique qui promouvait la pierre de Tournai. Et également, à droite de cette tour, le long de l'avenue des Nerviens, vous avez cette allée pavée qui montre toutes les manières de paver les rues. J'aime bien cet endroit parce que c'est un peu méconnu. On passe en marchant ou en courant sur cet endroit sans voir qu'en fait, on est en train de fouler l'espace d'une ancienne exposition internationale. Alors, on arrive en 1897. Et là, vous voyez une vue aérienne de l'exposition universelle de 1897 avec la grande halle à l'arrière de l'arcade qui est unique. Donc, en fait, on va découper par la suite cette arcade, cette grande halle pour en faire les deux halles, celle de droite qui contient Auto World actuellement et celle de gauche qui est le musée de l'armée. Et vous voyez derrière une route qui est tracée pour l'exposition universelle de 1897 qui va relier les deux endroits de l'exposition. Donc, l'endroit principal de l'exposition, c'est le parc du Cinquantenaire. Et l'exposition coloniale, elle est délocalisée à Tervuren et c'est l'avenue de Tervuren qui est tracée pour relier ces deux lieux de l'exposition. Alors, qu'est-ce qui reste de cette exposition de 1897? Le pavillon des passions humaines. Pavillon des passions humaines qui est construit par l'architecte Victor Horta. C'est sa première commande publique. C'est son maître de stage, Bala, qui le propose. Et il va construire un petit temple d'allure très classique pour héberger le bas-relief des passions humaines de Jeff Lambeau, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Il va y travailler pendant des années. Alors, Horta reçoit la commande en 1891 et il va construire ce bâtiment jusqu'en 1897 pour qu'il soit prêt à temps pour l'exposition universelle.
Mais au moment de l'ouverture de l'exposition, Jeff Flambeau, ça ne lui va pas du tout. Il n'est pas du tout content de la manière dont les choses se sont faites. Il trouve que son chef-d'œuvre n'est pas bien mis en lumière. Il y a trop de lumière. Il y a de la lumière zénitale, mais aussi de la lumière frontale. Il voulait qu'il y ait un mur pour empêcher voilà, la lumière de rentrer frontalement. Et après 3 jours, il construit une palissade en bois et il va y avoir toutes des discussions entre Victor Horta et Jeff Flambeau. Et finalement, Victor Horta va redessiner ses plans avec un mur supplémentaire. Il va avancer la colonnade d'un bon mètre et il va fermer donc le mur du pavillon des passions humaines. Alors, est-ce que c'est de l'Art nouveau? On n'est pas encore dans l'Art nouveau, mais vous voyez qu'il y a quelques petites touches qui annoncent déjà l'Art nouveau, comme le fronton, avec les deux rampants, donc c'est les deux côtés du fronton qui ne sont pas droits, mais qui sont légèrement cintrés, ou le bas du bâtiment qui s'évase légèrement pour donner l'impression qu'il sort et qu'il s'ancre dans le sol. Et vous avez aussi le socle qui est parcouru d'une entaille pour vraiment donner l'impression que ce pavillon sort littéralement de terre. Alors, à droite de ce pavillon des passions humaines, vous aviez le bâtiment, le panorama du Caire. Tiens, j'ai des lignes bleues qui apparaissent sur mon écran. Le panorama du Caire, qui, en forme pittoresque, arabisante, ça c'est aussi une des grandes pratiques des expositions universelles. On met beaucoup des bâtiments à l'architecture exotique. Et ce bâtiment va contenir le panorama du Caire, une immense toile en forme de panorama de 114 mètres de long sur 14 mètres de haut. Et cette toile va disparaître en 1971 lorsqu'on va l'utiliser, lorsqu'on va utiliser ce bâtiment pour en faire la grande mosquée actuelle qui a été donnée donc à l'Arabie Saoudite lors d'un voyage en 1976. Donc, c'est le roi Baudouin qui avait donné ce bâtiment du panorama du Caire. Comment ça se fait qu'il y a des lignes bleues? Je vais arrêter le partage de mon écran et je vais essayer de relancer. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vous ai perdu. Voilà. Désolé, c'est les aléas du direct. Hop. Ça fonctionne, Dominica, c'est bon? Oui. Voilà, donc le panorama du Caire. Donc, avis aux détectives en herbe, on n'a toujours pas retrouvé le panorama du Caire. Il fait quand même 114 mètres sur 14. Il devrait quand même y avoir moyen de le retrouver. Alors, nous prenons l'avenue de Tervuren, toute récemment créée, pour rejoindre l'autre partie de l'exposition universelle qui est hébergée dans le musée colonial. Alors, de l'extérieur, très classique, style néo-Louis XVI, un palais des colonies qui est dessiné par un architecte français et qui
est mis en œuvre par Ernest Hacker, un professeur de l'académie très classique qu'on va retrouver en 1910. Donc voilà, un extérieur très très classique qui existe toujours, hein, ce palais des colonies existe toujours. Et là, on va installer à l'intérieur la section de l'État indépendant du Congo. Alors, le Congo, à l'époque, ce n'est pas une colonie belge, même si on parle de la section coloniale, c'est un État indépendant dont le chef d'État n'est autre que le roi Léopold II. Donc Léopold II, en fait, a deux pays. Il est chef d'État de la Belgique et également du Congo. Et à l'intérieur, vous voyez que l'exposition va faire la part belle à tous les produits du Congo pour essayer vraiment donc de mettre en exergue et en valeur tout ce que le Congo peut produire. Et donc, vous voyez, sur la gauche, on rentre par un salon d'honneur. Ensuite, on continue par une salle d'ethnographie. Alors, le salon d'honneur, on va voir les photos juste après. À l'intérieur, il y a toutes des sculptures chryséléphantines. La salle d'ethnographie représente toutes les ethnies du Congo. On a une vision extrêmement racisée des ethnies du Congo à cette époque-là. Et la salle d'ethnographie va être décorée par Paul Ancar. On continue par la galerie souterraine, on passe à droite, on arrive à la salle des importations, où là, l'ensemble du mobilier a été dessiné par Gustave Serrurier-Bovy, et on arrive dans la salle suivante aux exportations, où là, toute la salle a été dessinée par Henri Van de Velde, et on arrive au Salon des grandes cultures, dessiné par Georges Aubé. Donc, vous voyez que des architectes Art Nouveau qui vont vraiment en mettre plein la vue avec du bois exotique qui vient du Congo, des décors extraordinaires. Et c'est vraiment cette exposition, enfin cette partie de l'exposition 1897 qui va faire connaître l'Art Nouveau et qui va vraiment l'exporter aussi au niveau international. Et dès qu'on parle d'exposition 1897, avec le recul historique, maintenant, on parle plus de la section coloniale qui était beaucoup plus petite que la section principale en style beaucoup plus classique qui se trouvait au cinquantenaire. Alors, voilà. Le fameux salon d'honneur où vous voyez toutes des œuvres d'art chryséléphantines, donc c'est-à-dire des œuvres d'art qui sont faites d'ivoire et de matières précieuses. Alors, la sculpture chryséléphantine, tous les profs de latin grec vont dire, mais non, c'est de l'or et de l'ivoire. Oui, ça, c'était effectivement du temps des Grecs et des Romains, mais au XIXe siècle, lorsqu'on parle de sculpture chryséléphantine, et au XXe siècle, on parle de matériaux précieux et d'ivoire, donc c'est de l'ivoire mélangé à de l'argent, à du bronze ou à de l'or aussi. Voilà une autre vue de cette salle. Et tout l'ivoire utilisé par les artistes belges a été mis à disposition gratuitement par l'État indépendant du Congo pour vraiment faire sa publicité. Et Anvers était vraiment devenu la plaque tournante mondiale du commerce de l'ivoire, donc des défenses d'éléphants. Et c'était vraiment pour voilà, mettre en scène et propager cette matière précieuse, l'or blanc, comme on parlait à l'époque du Congo, et pour montrer voilà, toutes ces possibilités plastiques qui étaient sublimées par ces œuvres d'art. Alors on voit qu'il y a énormément d'œuvres d'art dans ce salon d'honneur. Je vais en parler de quelques-unes, mais pas de toutes. Alors, vous voyez ici 3 œuvres d'art. Alors, celle de gauche, le Sphinx mystérieux de Charles van der Stappen, qui se trouve au musée d'art et d'histoire, qui elle est faite en ivoire et en argent. Au milieu, vous avez un masque de Fernand Knopf. Et à droite, vous avez une petite statue, il faut que je retrouve dans mes notes son titre, Vers l'infini, qui est en bronze doré et ivoire. Donc, toutes ces statues ont été faites pour l'occasion, donc en 1897.
Et le socle, vous voyez, qui vient vraiment presque attraper, enlacer cette sculpture de Peter Braque est faite par Victor Horta. Et vous voyez que tous ces artistes, hein, c'est de l'art symboliste, mais ils ont tous ces artistes ont un lien direct ou indirect avec des architectes Art Nouveau. Et Pierre Braque, par exemple, il va avoir son atelier qui va être dessiné par Victor Horta. Alors, la caresse du cygne, magnifique pièce, extraordinaire parce que c'était vraiment très, très compliqué d'avoir une défense complète d'éléphant dans une sculpture avec deux matériaux qui ne s'allient pas parfaitement, hein, du bronze et de l'ivoire. Mais donc, voilà, c'était vraiment un travail d'orfèvre, c'est le cas de le dire, hein, vu que c'est un orfèvre qui l'a réalisé. C'est Philippe Wolfers qui l'a réalisé. Et vous voyez, cette corne qui servait, en fait, cette défense d'éléphant qui servait de vase à fleurs, est vraiment, oui, caressée par ce cygne qui est la bouche grande ouverte parce qu'il essaye d'attraper une anguille que vous voyez au bout de la défense sur la gauche qui tombe irrémédiablement dans la bouche grande ouverte du cygne qui l'attend. Cette sculpture se retrouve aussi au Musée royal d'art et d'histoire. Et à droite, vous avez une reliure de livres faite pour De Béthune, qui était un des organisateurs de l'exposition, avec Edmond Van Rietveld. Edmond Van Rietveld, c'est lui qui avait invité tous ces artistes et qui a mis à disposition l'ivoire. Edmond Van Rietveld, que vous connaissez certainement parce que l'hôtel Van Rietveld, construit par Victor Horta. Et ici, donc, c'est son adjoint, si vous voulez, Louis de Béthune, à qui les Wolfers vont faire cette magnifique reliure qui combine aussi bien l'argent que le bronze que l'ivoire. Alors ici, c'est Fernand Dubois. Je fais toute tête parce que je ne sais même plus où je suis dans mes notes. C'est un coffret de mariage. Alors, on ne sait pas pour quel mariage c'est, mais en tout cas, vous voyez le mélange des différents matériaux. Il y a de l'ivoire, il y a du plâtre, il y a du laiton argenté, du bois tropical forcément. Et c'est Victor Horta donc, qui fait toute la partie, qui dessine toutes les parties en laiton. Et Fernand Dubois, il est aussi connu comme Edmond Van Rietveld par le fait que c'est Horta qui lui dessine sa maison atelier. Donc, vous voyez que tous ces artistes, hein, ils collaborent entre eux avant l'exposition, après l'exposition, et donc l'art nouveau se répand non seulement via les arts appliqués, mais aussi via l'architecture, et que tous ces artistes et architectes, voilà, ne forment qu'un seul grand groupe qui collaborent pendant les expositions et en dehors. Alors, autre objet de fierté de nos collections nationales, la sculpture Civilisation et barbarie, également de Philippe Wolfers. Alors, elle a été acquise par la Fondation Roi Baudouin en 2001. Et c'est vraiment un cadeau de prestige, hein. Vous voyez que c'est un porte-document. Donc, c'est cette défense d'éléphant qui est coupée pour pouvoir y glisser un document. Il y avait une carte du Congo qui était glissée dedans. Et vous voyez deux animaux qui sont en train de se disputer. Ben, c'est la civilisation et la barbarie. La civilisation est représentée par un cygne blanc et le dragon qui représente la barbarie et qui était patiné de noir. Alors la patine a malheureusement disparu, mais vous voyez bien tout le relent colonialiste qui est là derrière, le blanc contre le noir, le bien contre le mal, la civilisation contre la barbarie. Et en fait, le clou de cette exposition, c'était ceci, une sculpture de Charles van der Stappen qui s'appelait Inoc Signo Vinkes,
qui était le signe, enfin la phrase par laquelle l'empereur Constantin Ier, qui aurait vu la croix apparaître dans le ciel, aurait vaincu les armées étrangères et aurait imposé donc le christianisme dans l'Empire romain. Et cette petite sculpture était le coût du spectacle parce qu'elle coûtait à l'époque 100 000 francs. 100 000 francs, c'était énorme. Le salaire horaire d'un fonctionnaire bruxellois était de 2 francs. Donc, 50 000 heures de travail d'un fonctionnaire bruxellois, c'était le prix de cette sculpture qui était le premier prix d'une tombola. Alors, quelqu'un a gagné cette sculpture et elle a disparu. On ne l'a plus revue et la Fondation Rabaudouin a retrouvé le socle récemment et l'a acheté pour le mettre en dépôt au musée du cinquantenaire. Et donc, vous voyez que la partie supérieure, hein, cette petite statuette qui était recouverte entièrement de pierres précieuses, a malheureusement disparu et probablement qu'elle a été démantelée et que toutes les pierres précieuses et les matériaux précieux ont été vendus séparément pour avoir un maximum d'argent de cette sculpture. Voilà. Alors le socle, oui, c'est ça, le socle de cette sculpture, on voit aussi toute la symbolique, hein. Vous avez un personnage qui descend, c'est le démon. Vous avez un dragon qui monte à la rencontre du démon et vous avez également un serpent, donc vraiment 3 animaux diaboliques. Et sur la petite sculpture, donc l'épée était sertie en or et en diamant, et également dans le diable, dans le dragon, en bas, dans le socle, dans sa gueule, il y avait un énorme diamant noir qui était serti. C'était le plus grand diamant noir qui avait été trouvé au Congo. Donc voilà une sculpture exceptionnelle dont on a juste le socle. Alors voilà à quoi ça ressemblait l'exposition coloniale, avec donc tout ce mobilier dessiné par les grands artistes Art Nouveau, qui étaient Paul Anka, Serge Bovy, Van de Velde. Ici, on est dans la section ethnographique de Paul Anka. Si vous regardez, surtout dans les séparations entre les différentes sections, vous voyez vraiment que les œuvres d'art forment un tout. Vous voyez l'ouverture qui répond à la défense d'éléphants qui est placée juste en dessous. Les fresques qui sont faites par Crespin, Adolphe Crespin, avec qui Ankar collaborait à cette époque-là. Et vous voyez que les tables sont finalement très sobres pour s'effacer quelque part devant les œuvres d'art qu'elles supportent. Ici, on voit encore mieux l'arc qui sépare la section ethnographique de la section des grandes cultures. Et vous voyez qu'il a utilisé même des espèces de petits personnages, comme des petits totems. Donc, il intègre en fait l'art africain dans sa sculpture, dans ses boiseries qui sont en acajou. Voilà encore une autre vision de cette section. Et on arrivait à la section des grandes cultures. Les grandes cultures du Congo, c'était quoi? C'était le cacao, le café et le tabac, avec cette grande structure de Georges Aubé. Georges Aubé, qui à l'époque est encore un ensemblier décorateur, il n'est pas encore architecte, il deviendra architecte un peu plus tard. Et cette grande structure existe toujours. Vous pouvez la voir à l'arrière du Palais des Colonies et elle sert d'endroit de réception pour les mariages, les fêtes. Donc, vous pouvez louer le Palais des Colonies encore actuellement. Voilà pour 1897, vraiment l'exposition internationale qui est vraiment liée et connotée à l'Art Nouveau. Et en 1910, ben, voilà la façade principale du Palais de la Belgique.
on est dans un style tout à fait académique. C'est pour ça que les architectes et les critiques d'art à l'époque parlent de rendez-vous manqué avec l'histoire au niveau des styles, parce que c'est un style tout à fait oui, académique, classique. Et ça, c'est dû au fait que la grande bourgeoisie et l'aristocratie à cette époque-là, ils n'étaient pas tous pour l'Art nouveau, qui était réservé à une certaine élite progressiste. Ils n'étaient forcément pas tous progressistes. L'architecte en chef, c'était Ernest Hacker. Ernest Hacker, qui était vraiment le champion de l'académisme. Hein. On a cette belle symétrie, on a cette, cet ornement qu'on retrouve partout, 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 ces arcades, ces frises, enfin voilà, c'est vraiment une débauche de décor. Et évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà ce que dit Fernand Knopf. Après les éclatantes victoires remportées à Turin en 1902 et à Milan en 1906 par les représentants de l'Art nouveau en Belgique, on pouvait s'attendre à les voir à l'œuvre à l'exposition de Bruxelles de 1910, et il est aussi incompréhensible que déplorable que cette tendance moderne de l'art belge n'y soit pas représentée. Et Octave Maus, hein, qui écrit dans l'art moderne avec sa plume toujours bien acerbe, il qualifie cette exposition de ramassis de contrefaçons, pastiches, retapages de vieux neufs dont les architectes et décorateurs officiels déshonorent notre époque. Donc, vous voyez que pas tendre avec cette exposition. Exposition qui aura quand même son petit succès, hein, vu que l'exposition de 1910, elle a quand même eu 13 millions de visiteurs. Et ce style académique plaisait en fait à la majorité des visiteurs. Donc, principalement du faux vieux. Les sections étrangères vont utiliser des décors Renaissance, baroque. L'Espagne, par exemple, va prendre son pavillon, c'est une copie de l'Alhambra. Les Pays-Bas vont prendre une copie d'un bâtiment Renaissance. Donc, on s'appuie sur son passé, et en Belgique, c'est le triomphe du style Beaux-Arts qui va se faire à cette exposition de 1910. En 1910, il y a aussi une section coloniale, et c'est l'occasion de l'inauguration du musée du Congo belge de Charles Giraud. Donc là aussi, hein, on est vraiment dans le style académique. Charles Giraud, qui est l'architecte qui a été choisi par Léopold II donc, pour faire ce musée du Congo belge, et qui a fait le Petit Palais à Paris. Si vous allez voir le Petit Palais à Paris et que vous allez voir juste après l'Africa Museum, vous allez être frappé par la ressemblance. C'est vraiment... il y a d'énormes similitudes entre ces deux bâtiments. Voilà l'intérieur du musée du Congo belge. Et vous savez certainement, hein, que l'Africa Museum a été entièrement redessiné, rénové avec cette annexe contemporaine, mais on a gardé une salle historique témoin avec ces deux crocodiles. Alors, on dit souvent que pour l'exposition de 1910, il n'y a aucun bâtiment qui reste de cette exposition. Et vous voyez ici sur la droite, donc sur la gauche, c'est le pavillon du Brésil, et sur la droite, c'est le café-restaurant, le château, juste à côté du Palais du Brésil, où on vendait, où on pouvait boire du café brésilien. Et ce bâtiment, vous le connaissez certainement, hein, c'est la Maison de Lune, donc, qui est servi donc, de café-restaurant pendant l'exposition. Alors, vous allez dire, ben oui, voilà, il reste un vestige de l'exposition universelle. Sauf que, voilà, il y a un petit piège. Ce bâtiment a été construit avant l'exposition universelle, et l'avenue Franklin Roosevelt n'existait pas encore, donc il a été construit en arrière de parcelle de l'avenue du Solbosch, ce qui fait que quand vous passez maintenant sur l'avenue Franklin Roosevelt, qui a été tracée à la suite de l'exposition universelle de 1910, vous voyez que ce bâtiment est bizarrement placé, qui n'est pas aligné sur la voirie. C'est juste que cette voirie a été tracée par la suite.
Alors souvent, on dit que l'avenue Franklin Roosevelt a été construite pour l'exposition universelle de 1910. Je vais revenir, oui, je sais revenir en arrière. Si vous regardez le plan, en bas à gauche, vous voyez l'avenue Émile de Motte, qui est l'avenue Franklin Roosevelt actuelle, qui s'arrête à l'avenue Jeanne. Et après, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Donc, l'avenue Franklin Roosevelt a été vraiment tracée après l'exposition universelle pour continuer ce qui s'appelait encore l'avenue Émile de Motte et qui va s'appeler jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale l'avenue des Nations, en écho et en souvenir de l'exposition universelle de 1910. Alors, cette exposition, vous voyez qu'elle prend énormément de place. Hein. Elle s'étend de l'avenue Jeanne à la chaussée de Tervuren et en bas de l'avenue Victoria jusqu'au-dessus à la chaussée de Bondal. Donc, vous voyez que l'emprise au sol est énorme, mais il n'y avait encore rien à l'époque à cet endroit-là. C'était encore clairement la campagne. Et pour l'exposition universelle de 1910, le sol Bosch, qui faisait partie de la commune d'Ixelles, a été annexé par la commune de Bruxelles, ce qui fait que maintenant, quand vous êtes sur l'avenue Franklin Roosevelt, si vous êtes à l'ULB, vous êtes sur le territoire de Bruxelles-Ville. Voilà, je ravance. Hop. Alors, le palais de la Belgique, que vous voyez à droite, précédé de grands jardins très classiques, donc construction de Ernest Acker. Vous voyez un tram. Alors là aussi, c'est intéressant de parler de l'histoire des transports en commun. Tous ces tramways ont été placés pour amener un maximum de visiteurs à l'exposition universelle. Hein. Il fallait quand même transporter 13 millions de personnes des gares vers cet endroit qui n'était pas encore habité. Donc, tout ça se faisait en tram. Et tout ça va partir en fumée la nuit du 14 août 1910. Alors, tout ça, c'est pas tout qui va brûler, c'est une partie de l'exposition, mais en tout cas, toute la section belge, toute la section britannique et une grande partie de la section française, plus Bruxelles Kermesse, qui était l'espèce de fête foraine en carton-pâte reconstitué de Bruxelles, va complètement brûler dans la nuit du 14 août. Ça va faire des flammes gigantesques. Tout Bruxelles va se donner une mot le soir même en disant d'aller voir le spectacle de l'exposition universelle qui brûle. Et ça va bien brûler, d'autant plus qu'il va y avoir un problème de coordination. C'est encore une histoire belge, hein, ça. Une histoire de coordination entre les pompiers, parce qu'il y a les pompiers de Bruxelles qui sont à côté, il y a aussi ceux d'Ixelles. Ceux de Bruxelles arrivent en premier, ceux d'Ixelles arrivent en second, mais ils veulent prendre le commandement, et ceux de Bruxelles disent non, c'est nous qui sommes là en premier, donc c'est nous qui avons le commandement. Et quand ceux d'Ixelles voilà, ils n'écoutent pas les ordres de ceux de Bruxelles, donc ils vont travailler de leur côté sans coordination avec les pompiers de Bruxelles. Et surtout, quand ils veulent brancher leur lance incendie sur les bornes incendie, eh ben, ce n'est pas le bon diamètre parce que les pompiers de Bruxelles avaient changé le diamètre des tuyaux qui n'étaient pas compatibles avec ceux d'Ixelles. Et donc, tout ça va joyeusement brûler pendant une nuit. Alors après, hein, encore une histoire belge, il va y avoir une commission d'enquête où les pompiers de Bruxelles disent que les pompiers d'Ixelles étaient au courant et eux, ils disent que non. Enfin bref, voilà, on ne sait pas à la fin qui avait tort ou raison, mais en tout cas, il y a eu de sérieux manquements pour ces expositions, pour la coordination incendie. Et la leçon de tout ça, quand les visiteurs sont venus le lendemain et dans les jours suivants et ont vu tous ces décors de carton-pâte, ils ont bien vu que voilà, l'ossature métallique, ça ne résiste pas au feu, ce qui fait que pour les expositions universelles suivantes et aussi pour les bâtiments suivants, on va construire en béton armé et c'est ça qui va permettre notamment, prenons un exemple, la création du Pâté Palace de Paul Hamès qui va être entièrement fait en béton armé pour pouvoir résister au feu.
Alors, il y a une section qui va un peu se démarquer de toutes les autres, c'est la section allemande. Alors, les Allemands, ils veulent marquer le coup, hein. Ils sont isolés diplomatiquement en Europe. Ils sont en concurrence directe avec les Français et les Britanniques. Ils sont une nation qui est une des plus grandes nations d'industrie d'Europe et du monde. Et ils veulent vraiment se présenter comme un pays moderne. Alors, c'est la seule section où justement il va y avoir de l'architecture moderne, dont Peter Behrens va faire des halles très très modernes et modernistes. Et l'architecte de la section allemande, c'est von Seidel. Et au milieu de cette section allemande, qui est vraiment isolée du reste de l'exposition, il va y avoir cette maison allemande que je trouve très fort en style sécession viennoise ou en art nouveau allemand, avec ces frontons brisés et cette colonnade. Donc voilà, c'est de l'architecture qui se démarque du reste. On n'est plus dans l'architecture beaux-arts, mais dans de l'architecture moderne allemande. Et le fait d'avoir cette section vraiment allemande séparée du reste, ben, ça montre que les Allemands, euh, dans l'exposition, c'est comme dans la diplomatie, ils sont un peu isolés de tout le monde, mais les Allemands, ils voulaient vraiment montrer une bonne image d'eux-mêmes, donc ils vont travailler nuit et jour pour être prêts, et c'est en fait la seule nation qui sera prête le jour de l'inauguration de l'exposition universelle de 1910, donc pour bien montrer la rigueur et le savoir-faire allemand. Alors, à l'intérieur de l'exposition, voilà, je vous ai dit, souvent, on critique cette exposition parce qu'il n'y avait pas d'architecture moderne. Maintenant, voilà, quand on creuse, on trouve toujours quelque chose. Ici, vous avez le stand de l'Autriche en style sécession viennoise, qui n'est pas construite par un Autrichien, mais par les frères Hamès. Donc, voilà, certains pays faisaient appel à des architectes belges. Hein, c'était plus facile, ils étaient sur place et ils utilisent le vocabulaire du pays qui leur commande cette exposition. Alors, autre pavillon intéressant, le pavillon Liebig. Liebig, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit d'ailleurs, Liebig ou Liebig. Bref, les cubes de bouillon que vous connaissez, qui existent toujours. Et ce pavillon avait été commandé par Liebig à Paul Cauchy, qui avait fait un avant-projet. Finalement, ce n'est pas lui qui va être retenu. Ici, on est avec l'architecte Van Nieuwenhuizen. Mais je le trouvais quand même assez intéressant, déjà par sa forme architecturale. Il y a les taureaux, les trois statues de taureaux en combat à son sommet, là, qui portent le pot de Liebig, qui ont été faits par Lagaille et Lambeau. Et sur la façade, il y a des panneaux allégoriques en faïence qui illustrent les stades de fabrication et de consommation des cubes de viande. Alors, voilà encore deux dessins de ce fameux petit pavillon Liebig. Donc, vous aviez les pavillons nationaux, mais vous aviez aussi les pavillons de différents commerces. Et tous ces commerces, évidemment, étaient là pour se faire leur place au soleil, essayer de vendre un maximum. Et on incitait évidemment à ce qu'il y ait un commerce de libre-échange entre tous les pays du monde qui, en tout cas, c'est ce qu'on croyait à cette époque-là, étaient les garants d'une paix mondiale. Si tout le monde commerce avec tout le monde, ben, il n'y aurait jamais de guerre. Il y avait trop d'intérêts économiques en jeu. On sait bien que 4 ans après, ben, toutes ces bonnes intentions vont voler en éclats. Mais je trouve ça intéressant aussi comme philosophie. Hein. Quand on a créé l'Europe, rappelez-vous, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était exactement le même principe. Hein. On met en commun le commerce et l'industrie en se disant que c'est ça qui va empêcher la tenue d'une nouvelle guerre. Alors voilà, il y a quand même quelques éléments Art Nouveau, notamment dans cette publicité, hein, des ateliers Thomé Génaud à Nouzon, et une sculpture que j'ai retrouvée de Jacques Delalin, une fontaine qui avait été présentée à la section des Beaux-Arts. Donc, voilà, il y a quelques petits restes d'Art Nouveau.
Et alors aussi, dans tous les pavillons, il y a quand même plusieurs centaines de pavillons. Il n'y en a que 3 qui vont vraiment se démarquer et qui vont être de style Art Nouveau. Alors, vous avez ce petit pavillon de Oscar, ça y est, je ne le retrouve plus. Oscar van de Voort, voilà. Oscar van de Voort qui va construire ce petit pavillon en style cottage. Alors, Oscar van de Voort, il est très fort influencé par Otto Wagner. Il va d'ailleurs voyager en Autriche et il va suivre les cours à l'académie où professe Otto Wagner. Et Oscar van de Voort, c'est un architecte et aussi un ensemblier décorateur qui va être donc fortement marqué par la sécession viennoise. Et ce petit pavillon, il va le reconstruire à usage personnel à Deurle. Alors, Google Street View fait des miracles. J'ai retrouvé cette maison grâce à Street View. Et donc, elle se trouve au numéro 2 de la Philippe de Dentergemlaan. Et c'est une voilà, maison toute simple, mais je trouve assez intéressante. Alors, voilà, comme on disait qu'il n'y avait pas de vestiges Expo de 1910, ben, en voilà un retrouvé. Et c'est voilà, c'est tout simple et je trouve ça, que c'est un style aussi trop peu étudié, hein. C'est cette architecture, de style cottage et regardez la ressemblance, ça m'a tout de suite fait penser à un autre architecte, Art Nouveau, de tendance sécession viennoise de cette époque-là. Là, on est devant une construction en 1911, de Paul Hamès qui se trouve à Forêt, avenue des Alliés. Donc, vous voyez que Van de Voort, finalement, était dans le style de l'époque des architectes qui ont succédé à l'Art Nouveau géométrique et qui tendent vers la sécession viennoise avant de passer à l'Art déco. Donc, on est vraiment à une période de transition hein, entre l'Art Nouveau et l'Art déco. C'est pour ça aussi qu'il y a finalement assez peu d'Art Nouveau à cette exposition. Alors, sur la droite de la carte postale, vous voyez le pavillon de la fabrique d'armes de Herstal, que vous connaissez toutes et tous sous le nom de la FN pour Fabrique nationale d'armes de guerre de Herstal. Et c'est un architecte liégeois, hein, Herstal c'est Liège, hein, donc c'est Victor Register, un architecte qui était élève de Paul Jaspard, qui a fait pas mal de très chouettes maisons, très intéressantes, avec vraiment un côté néo-médiéval dans les rues de Liège. S'il y a une maison qui va vous frapper à Liège par son côté décoratif un peu mystérieux, avec ces figures de femmes qui sortent, ça va être ou Paul Jaspard ou Victor Register, qui donc fait ce pavillon qui va se démarquer des autres et qui est assez fortement aussi influencé par le Palais Stoclet. Palais Stoclet qui est en pleine phase de construction à Bruxelles à cette époque-là. Hein, le Palais Stoclet, c'est 1907-1911. Et à partir de 1910, donc Victor Register va, dans toutes ces constructions, on va vraiment sentir l'influence du Palais Stoclet et donc de la sécession viennoise. Alors, vous voyez qu'il joue, hein, fait que tout ce travail de la pierre, des figures féminines, et on a vraiment l'impression d'être devant un temple, on va pénétrer dans un temple, le temple des armes, et à l'intérieur, c'est une seule halle où sont présentées donc toutes les armes et aussi les bicyclettes de la FN, parce qu'à l'époque, ils fabriquaient aussi des vélos. Et alors, dernier pavillon qui est un peu ressorti du lot, le pavillon de Serrurier-Bovy. Alors, vous voyez, je n'ai malheureusement pas retrouvé de photos ou de carte postale de ce pavillon, mais vous voyez que sur le dessin, le seul élément qui nous reste, on est vraiment dans l'architecture de la sécession viennoise, avec ses grands aplats,
ce décor fleuri, ces grandes façades qui montrent en toutes lettres Serrurier Bovie, et ce toit plat qui finalement est caché par ces façades qui remontent de tous les côtés. Et à l'intérieur, Serrurier Bovie, il est vraiment à la fin de sa vie. Il va décéder 3 mois après l'exposition universelle, donc c'est vraiment la dernière fois qu'il participe à une exposition universelle. Lui, c'est l'inverse du précédent. Lui, c'était un architecte qui va devenir ensemblier décorateur. Donc ici, il est à la fin de sa carrière où il est ensemblier décorateur. Et il va faire un ensemble qui s'appelle l'ensemble Bach, que j'ai retrouvé un peu par hasard. Il a été acquis par la Fondation Roi-Baudouin il y a 2 ans et qui va être mis en dépôt au musée du cinquantenaire. Alors, j'ai contacté Werner Adriaansens qui m'a assuré que voilà, un jour, les salles Art Nouveau et Art Déco du musée du cinquantenaire s'ouvriront. Et pour l'instant, le timing prévu est fin 2022, début 2023. Mais si vous êtes vraiment trop impatient et que vous voulez absolument voir ce magnifique ensemble de Serrurier Bovie, vous pouvez voir le lustre. Il est actuellement exposé à la Dame via l'exposition sur le design belge. Donc, vous voyez la petite horloge, le lustre, le tabouret, et il y a encore 2-3 autres éléments de meubles qui vont être, on l'espère, rapidement présentés au musée du cinquantenaire. Alors, en 1910, on a terminé sur ce qu'il y avait sur le lieu même de l'exposition, mais tous les abords de l'exposition et tous les chemins qui mènent à l'exposition sont aussi transformés pour voilà, mettre en valeur le site et voilà, agrémenter le parcours du visiteur qui se rend à l'exposition universelle. Et vous avez cette sculpture, Omdraï, ou Les lutteurs, du roman de Léon Cladel. C'est une sculpture de Charles van der Stappen qu'on a déjà rencontré avec le Sphinx mystérieux, qui est posée sur un socle en pierre bleue de Victor Horta. Alors là, je l'ai découvert récemment dans mes recherches d'archives sur les sculptures bruxelloises. Victor Horta voulait un socle en granit d'Écosse, mais comme le monument devait être prêt pour l'exposition universelle, il n'a pas eu le temps d'avoir son granit d'Écosse, donc il a dû se contenter de pierre bleue belge pour servir de socle à ce monument de Van der Stappen. Donc vous voyez, ces artistes collaborent très très souvent ensemble. Et ici, on est donc sur le rond-point de l'avenue Louise, juste en haut du Jardin du Roi. Alors, autre souvenir de l'exposition universelle de 1910, on est place Rogier. Qu'est-ce qu'il y a là? Si vous regardez sur la droite, vous voyez l'église Royale Sainte-Marie, et tout à droite, sur la place Rogier même, vous voyez le Palace Hôtel, avec évidemment sur la gauche l'ancienne gare du Nord. Qu'est-ce que c'est que ce Palace Hôtel? Aujourd'hui, le Crown Plaza Brussels Palace, c'est un palace, un grand hôtel super luxueux, 400 places, qui est construit à la demande de la société anonyme Les Grands Hôtels, un concours qui est fait en 1908, et c'est un architecte peu connu qui va gagner ce concours. Alors tout le monde, moi j'ai toujours cru que c'était Antoine Pompe qui avait construit ce palace. En fait, c'est Adhémar Lehner qui est l'architecte du Grand Plaza, et il avait comme stagiaire chez lui Antoine Pompe, et donc l'histoire a retenu Antoine Pompe, le palace, alors qu'en fait c'est Adhémar Lehner qui était donc l'architecte qui a vraiment dessiné tous les plans. Et voyez ces détails, on est vraiment dans l'art nouveau géométrique, et c'est vraiment finement sculpté. Alors le bâtiment a été surhaussé de 2 étages, hein. Vous voyez que les fenêtres ont légèrement été, c'est à l'arrière, donc
on ne voit pas sur la photo ici. Mais bref, il a subi quelques altérations, mais il a encore de très, très beaux restes. Et lorsque cet hôtel rouvrira, je vous invite à aller rentrer dans le lobby. Ça vaut vraiment la peine de faire le tour de cet hôtel Art Nouveau géométrique. Voilà, on arrive en 1935 et là, on ne va plus aller dans les terrains à l'est de Bruxelles qui ont déjà eu leur lot de, de développement urbanistique via les expositions universelles, avec le cinquantenaire et le Solbosch. On va de l'autre côté de Bruxelles pour que tout le monde soit un peu gagnant. On va du côté nord-ouest, on va sur le plateau du Hezel. Le plateau du Hezel qui ne s'appelle pas encore le plateau du Hezel, il s'appelle encore Ossegem. Ossegem Dries parce qu'il y avait la ferme d'Ossegem. Et on décide d'installer sur ce plateau. Enfin, déjà, en plus, ce n'est pas un plateau, c'est une colline parce que il y a quand même 40 mètres de déclivité entre le Grand Palais et l'église Saint-Lambert que vous voyez là en bas à gauche. Donc, c'est ce grand terrain de plus de 100 hectares qui appartenait à l'État et qui va être donné à la ville de Bruxelles pour y installer donc, son exposition universelle. Il y a des immenses travaux de terrassement et vous voyez au milieu de la photo une grande avenue monumentale qui est vraiment le cœur de l'exposition. C'est le boulevard du Centenaire qui est tracé et qui va avoir en bout de perspective ce grand palais, l'actuel palais numéro 5. Et donc, tout le plan de l'exposition est dessiné par Joseph Van Neck. Joseph Van Neck, un architecte qui était l'adjoint de Ernest Acker pour 1910. Donc, voilà, on reprend toujours des gens qui sont habitués des expositions universelles. C'est un espèce de happy few, hein, tous ces gens qui organisent ces expositions universelles. Même chose pour les architectes, on reprend souvent les mêmes. Mais ici, Manek va se mettre au goût du jour. Il va construire dans le style Art déco. Et vous voyez que la seule construction qui existait déjà sur le Hezel, c'est le stade du Centenaire que vous voyez là à gauche. Alors pourquoi le stade du Centenaire? Parce que l'exposition universelle de Bruxelles devait se tenir au départ en 1930 pour le 100e anniversaire de la Belgique. Mais concurrence avec d'autres villes, Liège et Anvers rentrent dans la danse. Comme Liège et Anvers ont été les villes les plus meurtries pendant la Première Guerre mondiale, c'est elles qui ont préséance et qui peuvent donc organiser les expositions universelles en 1930. Et Bruxelles doit attendre encore 5 ans avant de pouvoir faire son exposition universelle. Mais le stade est déjà construit, donc on va appeler ce stade le stade du Centenaire. Et la société anonyme qui devait faire l'exposition universelle, c'était la société anonyme Exposition du Centenaire. Et c'est pour ça que les palais du Hezel vont s'appeler pendant longtemps les palais du Centenaire, alors qu'ils ont été faits pour le 105e anniversaire de la Belgique. Et donc voilà une vue aérienne de l'exposition universelle de 1935. Donc vous voyez bien l'axe monumental qui est fait par le boulevard de la Belgique, avec en point de perspective le Grand Palais. Et ça, c'est aussi c'est la dernière grande artère monumentale qui se termine avec en bout de perspective un grand monument. Vous aviez ça pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, donc à la rue de la Loi avec les arcades du cinquantenaire, la rue Royale Sainte-Marie avec la maison communale de Scarbeck, ou la rue Royale avec l'église Royale Sainte-Marie, la rue de la Régence avec le palais de justice. Enfin, voilà, il y a des tas et des tas d'exemples. Et c'est vraiment le dernier grand exemple de perspective linéaire vers un grand monument. Voilà, donc avec les jeux de cascade. Et vous voyez ces pavillons qui sont dans un style plutôt moderne, blanc, symétrique et pas trop. Enfin, voilà, il y a de l'art déco, mais c'est encore du style académique, matinée, d'art déco, ou alors des pavillons franchement modernistes. Et le clou du spectacle, c'était ce Grand Palais. Le Grand Palais qui est construit donc par Joseph Van Neck, qui était donc l'architecte en chef de l'exposition.
Mais il n'est pas tout seul, hein, pour faire ce grand palais. Il va être aidé d'un ingénieur, Monsieur Bass, je ne sais plus son prénom, qui va donc l'aider pour les études au niveau vraiment constructif de cette façade. Louis Bass, voilà. Alors, ce qui est aussi marquant pour quand vous voyez cette vue aérienne, hein, j'étais dans la boule supérieure de l'atomium pour prendre cette photo. Vous voyez qu'il y a deux bassins. Alors, les deux bassins, on pourrait croire que c'est décoratif. Effectivement, ça l'est, mais pas que. Suite à l'incendie de 1910, hein, je vous ai dit, la grande hantise, c'était le feu. Et donc, Van Eyck va prévoir ces deux grands bassins pour servir de réservoir d'eau pour pouvoir éteindre un éventuel incendie. Donc, voilà, les pompiers n'avaient plus qu'à mettre leur lance directement dans les grands bassins et avoir de l'eau à pression vu qu'elle était au sommet du site. Et commence la construction, hein, du Grand Palais. Alors ça, c'est vraiment une construction spectaculaire. Vous voyez ces ces grands arcs qui sont construits, c'est des arcs, c'est les plus grands jamais construits au monde, enfin les plus grands arcs en béton jamais construits dans le monde. Ils ont une portée de 86 mètres, ils font 110 mètres de long, 1 mètre de large. Et la construction, c'est quelque chose d'inimaginable. Ils construisent à raison de 2000 mètres cubes de béton par jour. Et donc, une paire d'arcs, les arcs sont construits deux par deux. Une paire d'arcs est terminée en 2 mois et l'ensemble du Grand Palais est terminé en 17 mois. Et donc, ces deux arcs construits par paire, ils sont entretoisés, donc c'est-à-dire que on met des poutres de béton horizontales pour les solidariser. Alors, vous voyez que les poutres, elles dépassent de part et d'autre. Le porte-à-faux de la poutre, c'est quand même 6 mètres, hein. Et ce qui fait que ces paires d'arcs sont autostables et tout le palais tient par… il y a 12 arcs au total, donc tout le palais tient avec ces 6 paires d'arcs et la façade avant qui est autostable et la façade arrière qui est autostable aussi. Donc, c'est 8 éléments porteurs qui composent cet immense, palais qui était la plus grande charpente en béton armé du monde à l'époque et qui est toujours la plus grande surface d'exposition en Belgique. Alors, vous voyez un peu l'échelle que ça a. C'était vraiment un chantier phénoménal, vraiment le savoir-faire du génie civil belge qui était exposé. Alors, il y avait des gens qui venaient des quatre coins du monde pour venir voir cette construction dont ils étaient évidemment très, 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 très fiers. Et vous voyez, quand c'est terminé, ben, on laisse la structure apparente. Et là, vous avez la gare moderne de Victor Bourgeois qui est placée à l'intérieur. Évidemment, on était au 1935, donc au 100e anniversaire des chemins de fer belges. Donc, c'était l'occasion rêvée de faire la fête au train. Et donc, on a mis toute une série de trains. C'était la gare moderne, la gare idéale qui était présentée ici. Et dans cette gare modèle, vous aviez des vitraux de Anto Carté qui sont en train d'être finalisés ici dans l'atelier de Colpart à Schaerbeek. Alors ces vitraux, voilà, comme beaucoup d'autres œuvres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont été détruits? Est-ce qu'ils sont quelque part cachés, déposés quelque part? Voilà, il y a beaucoup d'œuvres hein, comme ça où on se demande un peu ce qu'elles sont devenues. Mais ça vous montre aussi, voilà, toujours la relation très étroite qu'il y avait entre les arts appliqués et l'architecture et entre ces différents artistes. Anto Carté, c'était vraiment un des artistes phares de l'entre-deux-guerres qui a pas mal collaboré avec Colpart. Et donc voilà, si vous avez l'occasion, allez voir le Grand Palais du Heysel. Voilà ce que ça donne quand il est vide. Alors quand vous êtes à Batibo, au Salon de l'Auto, tout ça est caché avec les stands. Mais quand c'est vide, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il était d'ailleurs ouvert aux Banades en 2018. Donc voilà, c'est l'occasion
j'espère pour un prochain Banat de retourner voir ce bâtiment lorsqu'il est vide. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça, c'est bien beau, c'est de l'ingénierie, mais est-ce que c'est vraiment art déco? Alors, voilà, on n'est pas dans de l'art déco pur, mais en tout cas, il y a des éléments art déco certainement. Regardez sur la droite la frise, hein, on est clairement dans une mode des natures art déco. Et sur la gauche, là, j'ai pris une photo du hall d'entrée. On voit vraiment tous ces ressauts qui sont typiques de l'art déco. Et quand je vois ça, évidemment, ça me fait penser à mon étalon, hein, qui sont les frères à Metz. Vous voyez sur la gauche un projet de palais d'exposition de 1922. Là, vous voyez, c'est purement art déco. Mais il y a quand même une certaine similitude, une certaine parenté quand on voit la façade du Grand Palais. Et ce que vous voyez aussi en jaune à l'avant du Grand Palais, on ne peut pas dire que ce ne soit pas art déco. Voilà un gros plan, vous voyez, c'est des grands luminaires qui ont été dessinés par Joseph Van Eyck et qui sont clairement art déco. Donc voilà, c'est de l'architecture classique, académique, mais aussi art déco. Donc voilà, c'est un mélange, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. Alors, autre souvenir de l'exposition de 1935, cette étrange colonne qui se trouve dans le parc d'Ossegem qui a été aussi aménagé pour l'exposition de 1935 par Jules Buysens. Vous voyez, on dirait un totem comme ça. Là, c'est clairement de l'art déco. C'est un monument publicitaire des carrières de petits granits belges. C'est un monument de 15 mètres de haut qui a été fait par Charles Van Newton et Maurice Keim. Et c'est les carrières de petits granits qui ont payé ce monument pour faire leur publicité à une des portes d'entrée de l'exposition et l'ont laissé par après comme monument que peu de gens connaissent finalement et qui est pourtant un beau témoin art déco de cette exposition de 1935. Alors ici, on est devant le pavillon du Congo. Alors ici, c'est le pavillon du Congo belge. On est en 35 et vous voyez cette façade assez particulière qui est de l'architecte René Schoenchens, si je me trompe. Oui, c'est ça, René Schoenchens. Il dit que ça doit évoquer, à l'aide d'éléments choisis dans l'art indigène, les sensations de rudesse, de contraste et de mystère qu'il éveille. Alors, à l'intérieur, on présentait évidemment encore tous les éléments de, de bienfaits, de civilisation qu'on apportait au Congo. Donc, voilà, tout ça était très paternaliste et sous un couvert de bons sentiments, on mettait une architecture la plus exotique possible. Et devant, vous avez cet éléphant, un éléphant congolais qui a été sculpté par Albéric Collins, qui existe toujours, qui porte 4 guerriers. Il était fait en béton. Voilà un détail de cet éléphant. Et il se trouve actuellement devant, non, c'est trois guerriers qui portent, et qui se trouve maintenant devant l'Africa Museum, donc c'est l'avenue de c'est pas l'avenue Tervuren, c'est celle qui passe vraiment juste devant la chaussée de Louvain, je pense, qui passe juste devant l'Africa Museum. Donc, juste après le terminus du tram. Alors, autre élément de Joseph Van Eyck. Alors, ça, je ne sais pas si vous reconnaissez. Il faut le savoir. C'est l'entrée du Stade Roi-Baudouin. Alors, voilà ce que ça donne. Ça a bien changé. Donc, tout le stade du centenaire de 1930 a été transformé, retransformé. Et ici, c'est la dernière transformation en 1995 par Bob Van Rees, qui a fait cette grande façade avec au mur aveugle de briques. Et il a juste gardé donc cette entrée de Van Eyck, donc ultime vestige du stade du centenaire.
Mais lorsqu'on va voir un peu plus près, on voit clairement que on a des portes art déco. Et regardez, petit détail que je trouve amusant, sur les montants, vous voyez qu'ils sont sommés de 2 ballons ronds, hein. C'était un stade de foot et petit élément décoratif qu'on retrouve donc au sommet de cette porte. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'art déco dans cette exposition? Il y avait ce bâtiment que je trouve complètement incroyable. En tout cas, il est surprenant. C'est le pavillon de la vie catholique. Pavillon de la vie catholique qui a été construit par Henri Lacoste, un architecte que, à mon avis, plusieurs d'entre vous connaissent. Un architecte art déco qui a fait notamment la Fondation médicale Reine-Élisabeth, juste à côté de l'hôpital Bruckmann. C'est lui aussi qui a fait la bibliothèque de l'université de Louvain, donc de l'université de Leuven, Louvain-la-Vieille, si vous voulez, lors de sa reconstruction suite à l'incendie par les Allemands. Donc, un architecte qui a son style art déco bien particulier, hein, qui est tempéré, qui fait un mix avec toute sa formation et sa pratique d'archéologue. Et ici, vous voyez ce bâtiment avec ces espèces de minarets qui, en fait, sont des énormes obélisques, hein. Je pense qu'elles font plus de 30 mètres de haut, que je ne dise pas de bêtises. 6 obélisques de 50 mètres, voilà. Et alors, vous voyez 4 coupoles, 3 petites, la troisième est cachée derrière, et une plus grande au centre, qui fait quand même 23 mètres de diamètre. Et vous voyez que c'est un pavillon qui est sur 3 étages, qui sont reliés, ces différents étages, par des escaliers extérieurs. Alors, au rez-de-chaussée, on a une taverne qui permet donc de gagner de l'argent pour rembourser les frais de la construction de ce bâtiment. Au premier étage, vous avez une exposition sur les actions catholiques. Et au deuxième étage, vous rentrez dans l'église Saint-Pierre, qui est située donc sous la coupole centrale, et les coupoles latérales abritent des chapelles et la sacristie. Donc 2 chapelles et la sacristie. Et vous voyez le carillon, hein, qui est mis ici au milieu des marches et donc de cette entrée monumentale. Et vous voyez la visite du cardinal, c'était le cardinal Van Rouy à l'époque qui était venu donc inaugurer ce palais de la vie catholique. Alors, autre construction d'Henri Lacoste, le kiosque des sculptures, au milieu d'un jardin paysager fait par René Pecher. René Pecher, qui était tout jeune architecte paysagiste, donc il travaillait encore pour Jules Boyssens, mais Henri Lacoste, voilà, a demandé spécifiquement à René Pecher de s'occuper de sa section, qui vraiment s'intégrait de manière très étudiée et très aboutie avec tous ces arbres qui étaient déjà présents sur place. Alors, ce kiosque, il avait son plafond qui était recouvert de miroirs qui reflétaient donc l'ensemble des statues et des colonnes qu'on voit. Et le kiosque est lui-même intégré dans un carré d'eau, donc une fontaine. Il y a 16 colonnes de 13 mètres de haut qui sont revêtues de mosaïques de verre rouge vif à chapiteaux dorés. Les chapiteaux qui sont aussi en forme de papyrus, hein. On est aussi encore dans la vogue de l'égyptomanie. Et alors la toiture pyramidale est en tuiles émaillées vertes du comptoir tuilier de Courtrai, qui était vraiment l'industrie qui fournissait, voilà, toutes les couvertures possibles et imaginables de toitures en Belgique à cette époque-là. Donc ici, on ne voit pas très bien parce que c'est en noir et blanc, mais il fait résolument appel à la couleur pour ces différentes réalisations. Il y avait d'ailleurs un... Non, tant pis. Et voilà, j'ai retrouvé une modélisation 3D de cette construction, donc pour vous montrer à quoi ça ressemblait en couleur. Et alors, au milieu, vous voyez
qu'il y avait une fontaine en cristal et 4 statues d'allégories féminines qui représentaient les saisons. Alors, derrière ce kiosque, vous aviez la galerie du meuble où on présentait voilà, tous les meubles qu'on fabriquait en Belgique à ce moment-là. C'était une grande, grande construction, 120 mètres de long sur 17 mètres de large. Et vous voyez qu'elle est courbe. Parce que, et pourquoi est-ce qu'elle est courbe? Il y a 2 fonctions. Elle suit la courbe, enfin le profil du terrain, mais en même temps, voilà, c'est la promenade découverte quand vous rentriez par une des 2 rotondes à chaque extrémité de ce bâtiment. Vous n'embrassiez pas du premier regard tous les exposants, vous étiez obligé de rentrer dans le bâtiment et de découvrir au fur et à mesure tous les bâtiments. Donc, ça empêchait de tout voir et de ne pas rentrer dans le bâtiment. Donc, voilà, c'était un petit truc pour vous obliger à parcourir l'ensemble de ce pavillon. Et alors, l'autre clou du spectacle d'Henri Lacoste, c'est ce pavillon du commissaire général de forme carrée de 32 mètres de côté. Et on retrouve ces colonnes avec les sommets en forme de papyrus, ces tuiles émaillées vertes du comptoir tuilier de Tournai. Et vous voyez que voilà, rien n'est épargné, on met de la décoration partout le plus possible. Le sol, c'est de la mosaïque de marbrite. La marbrite, hein, donc c'est ce verre teinté dans la masse qui imite le marbre et qui était fabriqué à Fauquet et qui est exporté dans le monde entier. Vous avez les lambris qui sont en marbre noir. Et lorsque vous rentriez au centre de ce bâtiment, vous étiez dans une espèce de pièce centrale, une espèce d'agora, mais qui devait en jeter plein la vue avec toutes ces couleurs. Alors, malheureusement, voilà, on n'a pas de photographie couleur, mais il faut imaginer que tout ça devait rutiler sous un lustre construit exprès par les verreries de Fauquet, qui amenait de la lumière zénitale directement sur cette grande sculpture en cristal du Val-Saint-Lambert qui faisait 8 mètres de haut, si je me trompe. Et les lambris qui sont ici en marbre rouge, veiné de blanc, et le sol qui est aussi en mosaïque de marbrite. Donc, vous voyez, c'est de nouveau une vitrine du savoir-faire des décorateurs belges qui est mise ici en exergue. Et tous ces matériaux ont été donnés par toutes les entreprises qui les fabriquaient. Et tous les matériaux qui n'étaient pas visibles ont été payés par Henri Lacoste, alors que tous les matériaux visibles voilà, ont été offerts par ces entreprises, vu que voilà, ils étaient mis en œuvre de manière apparente, donc ça leur faisait également de la publicité. C'était le deal win-win pour faire ce bâtiment. Alors, on arrive à l'Expo 58. L'Expo 58, là, c'est fini. On a vraiment une rupture de style. On fait dans l'architecture moderne. Et tout ce qu'on a fait auparavant, ben voilà, c'est plus du tout au goût du jour. Et donc, le Grand Palais, avec sa façade monumentale teintée d'art déco, disparaît derrière ce masque construit par Jacques Dupuy, aidé d'Albert von Trieder et de l'ingénieur André Paduard, avec cette colombe de la paix et toutes ces petites étoiles de Lucien de Rouc hein, qui symbolisent l'Expo 58. Donc, les gens qui sont allés à l'Expo 58, ils ne voyaient plus du tout d'art déco, c'était caché voilà, derrière ce paravent pour bien montrer voilà, la rupture de style, c'est terminé, on est dans une autre époque. Mais il y avait quand même toujours un rappel, comme dans toutes les expositions universelles, c'était la Belgique joyeuse, hein, cette espèce de grande kermesse en carton-pâte, avec faite entièrement de staff et de stuc, où vous avez toute l'architecture traditionnelle de nos régions. Et si vous regardez bien, à l'avant-plan de l'atomium, de la boule inférieure, vous avez dans les petites rues derrière la grande place de la Belgique joyeuse, vous avez la section Belle Époque
où il y a 2-3 bâtiments Art Nouveau qui, qui sont un peu cachés comme ça. Mais donc, vous voyez qu'en fait, en 1958, l'Art Nouveau, c'est considéré comme du folklore, c'est du passé, ça fait voilà, un décor, c'est devenu un décor de carton-pâte comme le reste des styles architecturaux qu'on retrouve ici à l'Expo 58. Que les gens adoraient, hein. Ils adoraient aller dans ce décor de faux vieux et ils étaient complètement éblouis de retrouver le vieux Bruxelles et toute cette ambiance ancienne de Bruxelles dans ce lieu-là, alors que ailleurs dans Bruxelles, en 58, ben, on démolit à tour de bras sans que personne ou quasiment personne ne s'émeuve ne s'émeut de la destruction de ce patrimoine Art déco et Art nouveau pour sacrifier sur l'autel de la modernité. Voilà, moi, je suis arrivé au bout, je sais pas, ouais, 1 heure et demie, voilà. Je vous ai mis ici les sources. Donc, d'abord les sources Internet. Donc, il y a un site qui reprend toutes les expositions universelles, qui s'appelle worldfairs.info. Alors, le site de l'inventaire, évidemment, hein, je prêche pour ma chapelle. Si vous tapez sur irismonument.be le cinquantenaire, le Sol Bosch, le Ezel ou la place de la Belgique, où se trouve le Grand Palais, ben, vous aurez toutes les notices sur ces bâtiments-là. On a fait un dossier spécial sur les expositions universelles dans les Nouvelles du patrimoine, qui reprend toutes les expositions universelles. Alors, un article que je trouvais très bien fait, Art nouveau ou art congolais à Tervuren, le musée colonial comme synthèse des arts, qu'on peut trouver en ligne, qui fait partie de la revue Gradiva, qui est éditée par le musée du Quai Branly. Alors, 1910, le Bruxelles 1910, exposition universelle à l'université, ça c'est, hop, le voilà. C'est un bouquin extraordinaire qui vraiment fouille complètement toute l'exposition de 1910. On aimerait bien qu'il y ait un bouquin comme ça pour chacune des expositions universelles. Le livre d'or de l'exposition universelle de 1935, je n'ai pas pris avec, il est trop lourd, mais voilà, le livre d'or, c'est énorme. Il y a plein de photos d'époque, c'est une mine de renseignements, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla parce que tous les responsables de section sont indiqués. Donc voilà, il y a beaucoup d'organigrammes et de noms qui sont indiqués dedans, mais les photos au moins valent la peine. Il y a aussi des descriptions très précises de bâtiments. Le ESE des expositions universelles 35 et 58, ça c'est le Bruxelles Ville d'art et d'histoire de Thomas Commence, le numéro 5. Le bouquin des AM de Eric Hainaut et Madame Liesens, Liliane Liesens sur Henri Lacoste, aussi très bien fait. Pour ceux qui seraient passionnés par Henri Lacoste. Le numéro des Nouvelles du patrimoine sur le Banat Festival de 2018 et le cahier de la fonderie numéro 37, exposition universelle 58. Voilà. Et en plus, vous voyez que je les ai bien consultés vu que je les ai à côté de moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas s'il y a des questions, Dominique va me le dire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a autant passionné que moi, ça m'a passionné pour préparer cette conférence. Merci, merci beaucoup Christophe, c'était super intéressant, c'était passionnant. En fait, merci pour toutes les photos d'époque que tu nous as montrées auxquelles on n'est pas habitué. Et donc, il y a quelques petites questions. Tu as parlé de l'incendie qui a donc brûlé l'exposition en 1910. Est-ce qu'il y a eu des victimes? Non, enfin, pas d'humains, mais il y a eu des animaux qui sont morts parce qu'il y avait un zoo, une ménagerie, comme il l'appelait à l'époque. Et ça aussi, oui, je ne l'ai pas dit, mais le 15 août, le lendemain, ça a été la grande foule, mais quelque chose d'incroyable. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont venues visiter l'exposition universelle le lendemain pour voir en fait les restes encore fumants de l'exposition et notamment les animaux qui étaient morts dans l'incendie. Et on a même fait des cartes postales, ça c'est glauque. Il y a des cartes postales où on voit des crocodiles comme ça recroquevillés
carbonisé de l'incendie de l'exposition universelle. Donc, il y a eu des victimes, mais c'était des animaux. Ok. Ben, heureusement que ce n'était pas des êtres humains, mais Voilà. c'est en tout cas très dommage pour les animaux. Et par contre, concernant l'exposition de 1935, et donc je pense les bâtiments de Lacoste, pourquoi on a démoli tout ça? Oui, c'est vrai que je voulais le dire aussi au début. En fait, c'est le principe d'une exposition universelle. Tout ça est temporaire et est destiné à être démoli. Donc, en fait, c'est la norme, c'est que tout soit démoli. Et c'est seulement, en fait, en 1935 qu'on va penser des palais d'exposition qui vont être pérennisés par la suite, enfin, qui vont pouvoir réutilisés pour les expositions. C'est toujours les grands palais d'exposition qui ont leur succès phénoménal en Belgique avec tous les salons qu'il y a. Mais donc, c'est pour ça qu'en 1910, il y a pas de reste. 1897, ben, ils ont réutilisé les halles de l'exposition de 1880, mais tous les autres petits pavillons ont été démolis. Donc, voilà, c'était aussi construit d'une manière telle que ce n'était pas fait pour durer. Et même l'atomium, au départ, ne devait pas rester, mais donc, voilà, on a fait des choix. On a gardé l'atomium, mais on n'a pas gardé, par exemple, la flèche du génie civil, alors que, franchement, elle valait tout autant le coût que l'atomium, mais voilà, il y a un choix qui a été fait et c'est l'atomium qui est resté et pas la flèche du génie civil. Parfait. Et donc, un message pour tout le monde. On est en train d'enregistrer cette conférence, donc on la mettra à votre disposition sur le site. Et une question pour toi, Christophe. Est-ce qu'on peut recevoir les PowerPoint de ta présentation? Vous pouvez avoir les PowerPoint de ma présentation, mais il y a juste que je n'ai pas les droits de toutes les images. Donc voilà, si vous voulez vous réutiliser les images, voilà, il faudra demander l'autorisation pour une publication ou quoi que ce soit, mais je peux mettre mon PowerPoint à disposition. Oui. Parfait, super. Et moi, en fait, je voudrais donc te demander, Christophe, de départager ton écran. Je voudrais essayer donc de faire une manipulation, un expériment, une expérience. Donc, je vais essayer d'afficher toutes les caméras, donc tout le monde. Et je vais essayer en fait de faire une photo, un print screen, et donc en fait, de voir combien de gens il y a. Comme ça, en fait, on aura un bon souvenir de tous les gens qui étaient ici. Donc, moi, Christophe, je vois encore tout. Donc, si je fais comme ça, pour le moment, je vois encore une petite galerie. OK. Donc, si vous pouvez allumer vos caméras, comme ça, on vous voit. Et on peut faire une petite photo comme souvenir, comme on le faisait dans les expos universelles. On le fait aussi. On ne peut pas l'allumer si tu l'as fermé toi. Moi, je vois, non. Moi, je vois pas mal de monde qui ont allumé leur caméra, mais je vois tout le temps, en fait, l'écran, donc l'écran partagé de Christophe, qui est ici. Ah, je dois arrêter de partager peut-être. Ça, s'il te plaît. La mienne ne s'allume pas. Je vois Eva, il est, je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est refusé. Ah oui, c'est... Oui, Stéphane. Martin, tu sais reprendre le lead pour autoriser? Nathan, Nathalie, Laurence, Françoise, Julien, Andric, Martin, Christine. Bon appétit, Dirk. Parfait. Donc, je vais faire en fait deux photos. Donc, je vais faire comme ça. Et moi, ça marche pas la caméra. Chris, tu dois départager ton écran, sinon on ne peut pas s'afficher. Ok, alors... Moi non plus, ça va pas. Moi non plus, ça marche pas. Je suis navrée. Voilà, c'est bon là? Non. Non? Non. Encore. C'est l'animateur qui doit permettre. Ouais. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo Non, parce on ne que sait c'est pas l'animateur démarrer. qui doit l'arrêter. Voilà.
Moi, c'est pareil. Moi aussi. Je Moi, vais je ne arrêter la sais pas. vidéo. Martha, est-ce que tu as des idées pour nous aider? Voilà, c'est fait. L'animateur vous a Voilà. demandé de démarrer votre vidéo. Je suis en train de demander à tout le monde de démarrer la vidéo. Vous allez Voilà. tous recevoir un petit message. Ok, J'essaye de faire au plus vite. ça marche. Oh, bonjour Sophie. Hop, Ah oui. hop, hop, Ça y est. hop. Ouais, Bonjour Mireille. Est-ce que vous avez tous votre cube de bouillon Libig? Parfait. Donc, j'ai bien pris la première photo. Super. Donc, je vais la sauver et je vais prendre maintenant la deuxième parce que vous n'êtes pas tous là. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Merci, Oui. un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt, C'était au super. revoir. Merci. Merci beaucoup.